Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cet épisode de La Planche à billets, la balado-diffusion de l'Association des économistes québécois, votre destination pour des choix éclairés en économie. Mon nom est Julien McDonald-Guimond. Je serai votre animateur pour cette première émission de notre deuxième saison. Donc, ça nous fait grand plaisir d'être de retour avec vous. Aujourd'hui, une invitée bien spéciale, on reçoit Emna Braham, présidente directrice générale de l'Institut du Québec, parfois mieux connue sous son acronyme IDQ. On va parler de plusieurs choses, son parcours ainsi que les plus récents travaux de recherche qu'ils ont menés à l'Institut. Alors, bouclez votre ceinture, c'est parti et bonne écoute. Emna Braham, bonjour, c'est un plaisir de te rencontrer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi pour l'invitation. Alors, aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. On va parler du qui, du quoi, du quand, du comment, notamment comment on en vient à diriger un des instituts de recherche les plus influents du pays. Mais pour commencer, si on y va chronologiquement, j'aimerais que tu nous parles un peu de comment tu as rencontré la discipline économique, comment tu l'as choisie. Je pense que tout le monde a un petit peu ses raisons, son histoire, étant donné que c'est tellement une discipline qui touche à beaucoup de sujets. Puis en particulier, même s'il y a beaucoup de progrès qui a été fait dans les dernières années par rapport à la place des femmes en économie, il reste qu'il y a encore du chemin à parcourir par rapport à ça. Puis je pense que tu peux être un exemple tout à fait inspirant pour les gens qui nous écoutent. Donc, c'est ça. Je me demandais un peu pour toi comment ça s'est manifesté. Oui, alors là, on est dans les beaux bâtiments d'HEC Montréal au centre-ville. J'ai commencé mon baccalauréat, donc pas dans ce bâtiment, mais à HEC, un baccalauréat en administration des affaires. Et en toute honnêteté, au début, j'allais aller vers la spécialisation comptabilité. J'aimais bien le côté très cartésien, un petit peu mathématique de la chose. Mais j'étais aussi au journal étudiant. On avait beaucoup de discussions enflammées sur la politique, l'économie, l'international. Et là, un de mes amis m'a dit, mais tu sais, tu devrais peut-être regarder les cours d'économie, ça pourrait t'intéresser. Et là, ça a été un peu un coup de foudre. J'ai adoré la science, en fait. Le fait, c'est une des lunettes, finalement, comme toutes les sciences. C'est une des lunettes qu'on peut utiliser pour comprendre le monde qui nous entoure. Mais ça me parlait. Il y avait un aspect très quantitatif, mais en même temps, de comprendre les décisions, les comportements des entreprises, des personnes. Donc j'ai beaucoup apprécié étudier l'économie. Et par la suite, il y avait un des professeurs à mon bac, Nicolas Vincent, qui est maintenant sous-gouverneur à la Banque du Canada, qui m'a parlé de la maîtrise à Queen's, qui était très réputée, en tout cas à l'époque, et qui m'a inspirée finalement à poursuivre mes études en économie au deuxième cycle. D'accord. Donc, maîtrise deuxième cycle à Queen's, en Ontario. Par la suite, de ce que j'ai vu, tu as travaillé en partie pour une firme qui s'appelle le CID, le CIDE. Tu as travaillé aussi au Conseil de l'information sur le marché du travail, qui est une OBNL basée à Ottawa. On voit déjà se dessiner Emna, l'experte de la main-d'œuvre et le créneau de l'économie du travail qui semble t'attirer. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Comment ça a commencé ton parcours professionnel? Alors, en sortant de la maîtrise, donc 23 ans, puis je voulais sauver le monde. J'avais de grandes ambitions. et je me suis dirigée vers le développement international, la coopération internationale. Et à cette firme, donc le CIDE, qui est pas connue à Montréal, mais à l'international, elle l'est davantage. Et en fait, c'est vraiment une entreprise qui avait été fondée par des anciens profs de cégep québécois qui soutenaient souvent des ministères d'éducation à l'international ou des organisations internationales comme la Banque mondiale, l'UNESCO, l'UNICEF, dans des projets de réforme éducative. Et ils cherchaient à ce moment-là un économiste pour développer des modèles de prévision du marché de l'emploi. Est-ce qu'il va y avoir des pénuries? Dans quel métier?
et dans le but de les aider finalement à prendre des décisions sur quel type de classe on devrait ouvrir, comment penser à notre financement dans les prochaines années. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai été embauchée. Je me suis retrouvée donc pendant 5 ans à voyager un peu partout dans le monde, à développer des modèles de prévision du marché de l'emploi. Au Moyen-Orient, au Maghreb, en Amérique du Sud. Là-dedans, je me suis retrouvée beaucoup à travailler avec des instituts statistiques parce que pour développer ces modèles, il fallait au départ être capable d'évaluer est-ce que les données sont bonnes, est-ce qu'elles sont assez régulières, est-ce qu'elles sont assez détaillées. Et donc, je me suis retrouvée à beaucoup collaborer avec des instituts statistiques partout dans le monde. Et c'est justement cette expertise-là dont avait besoin le Conseil de l'information sur le marché du travail à Ottawa en 2018 qui venait d'être créée. Et c'était une organisation qui a été créée. Donc, c'est une collaboration entre le gouvernement fédéral et les provinces et territoires pour créer en fait un espace de concertation et améliorer les données sur le marché de l'emploi au Canada. C'est intéressant. Je suis sûr que, en tout cas, tu as commencé à travailler avec des données au Maghreb, ailleurs dans le monde. Je suis sûr qu'il y a plusieurs enjeux qui recoupent ceux qu'on connaît sur les données au Québec, au Canada. Je sais que vous en faites mention à l'occasion. Donc, CIMT, fondé donc par une initiative fédérale, concertation avec les provinces. Par la suite, tu t'es donc jointe à l'Institut du Québec vers la fin de 2020, en pleine pandémie. 2 ans plus tard, tu étais rendue directrice générale, maintenant présidente qui s'ajoute à ton titre aussi. Ma question pour toi, c'est pourquoi avoir choisi l'IDQ, en fait? Pourquoi avoir choisi un organisme plus actif dans l'analyse et les recommandations, le conseil stratégique, versus, par exemple, choisir d'aller au gouvernement, dans un ministère, puis là, être plus dans la conception ou du moins la mise en œuvre des politiques de marché du travail comme tel? Bien, je trouvais... Et je trouve encore que l'Institut du Québec, c'est une magnifique organisation qui est vraiment à la jonction de la recherche et du concret, qui pour, oui, une économiste, mais une économiste qui est intéressée par la chose publique, bien, je trouvais ça vraiment fascinant parce que il y a le côté académique rigoureux. On fait des analyses basées sur les faits, on fouille les données, on est capable d'en faire du sens. Donc, il y a ce côté très rigoureux que j'aime beaucoup, mais aussi de retomber sur toujours des pistes de réflexion de politique publique, des pistes d'action, de regarder qu'est-ce qui est réellement faisable et de proposer des solutions pertinentes. Donc ça, je trouve ça super intéressant. L'autre aspect qui m'attirait énormément, c'était l'aspect de vulgarisation des enjeux économiques, parce que je disais tantôt, l'économie, c'est une lunette pour comprendre le monde qui nous entoure. Encore faut-il ensuite partager cette compréhension-là. Et donc, l'Institut du Québec, notre mandat, notre objectif, notre vision, c'est aussi de jouer un rôle pour faciliter la compréhension d'enjeux économiques qui sont parfois complexes par le grand public, par les décideurs. Et c'est vraiment une science et un art à développer sur lequel on travaille tous les jours. Mais à l'Institut du Québec, dans cette organisation, j'ai vraiment l'occasion de travailler cet aspect-là. Et ça, je trouve que c'est ce qui est fascinant, ce qui m'intéresse, mais ce qui mobilise aussi énormément toute l'équipe. Tout à fait. Vulgariser tout en gardant une crédibilité aux yeux de tous les acteurs de la société, pas être étiqueté d'un côté plus que l'autre. Pour les gens qui nous écoutent, qui peut-être connaissent moins l'Institut du Québec, qu'est-ce que c'est exactement, sans nécessairement refaire toute la genèse, là, mais si je ne me trompe pas, ça a commencé, il y avait un peu le Conference Board qui était associé là-dedans. Maintenant, c'est plus avec HEC Montréal. Est-ce que c'est privé? Est-ce que c'est au gouvernement? Où existe l'IDQ dans le panorama? Alors,
l'Institut du Québec, c'est un organisme sans but lucratif qui a aujourd'hui 10 ans. Donc, en 2014, effectivement, l'idée venait du Conference Board du Canada et d'HEC Montréal. Le Conference Board qui a une énorme librairie d'analyse sur l'ensemble du Canada, voulait mieux cerner, mieux traiter des enjeux québécois. Et donc, c'est là qu'ils ont approché HEC Montréal. L'Institut du Québec a été créé. Mais par la suite, assez rapidement, finalement, on a développé une expertise propre. On a développé un programme de recherche qui était différent pour traiter de sujets variés qui intéressaient aussi le public québécois. Et donc, en 2020, lorsqu'il y a eu une réorganisation du Conference Board, l'Institut du Québec est devenu indépendant. Donc, c'est une OBNL administrée par un conseil d'administration et dont la mission vraiment est de vulgariser les enjeux économiques, de faire des propositions de politique publique, toujours d'être apolitique, d'être rigoureux. Puis vous vous spécialisez un peu, justement, les questions de la main-d'œuvre. Là, vous êtes devenu une référence en la matière. Je pense aussi finances publiques. Il y a eu plusieurs publications sur la transition énergétique aussi qui ont été faites, sur le rôle joué par l'immigration. Donc, est-ce que vous avez comme ça des créneaux sur lesquels vous vous spécialisez en quelque sorte? Exactement. On travaille sur 3 piliers de recherche auquel s'en est ajouté un 4e tout récemment. Mais donc, les principaux, c'est les finances publiques. Puis les finances publiques, vraiment dans une perspective de soutenabilité des finances publiques. Donc, on analyse les budgets, on développe des simulations de prévision des dépenses et des revenus du gouvernement à très long terme pour essayer de dégager finalement des constats au-delà de la situation budgétaire d'aujourd'hui, mais aussi à quoi on peut s'attendre dans l'avenir. On travaille sur les enjeux de main-d'œuvre dans le sens large. Donc oui, on fait une veille du marché de l'emploi. Aujourd'hui, c'était les chiffres de l'enquête sur la population active. On sort chaque premier vendredi du mois une note sur le sujet. On sort un bilan annuel également sur la situation du marché du travail. Mais on a également des analyses de fond sur l'éducation, le développement des compétences, l'immigration. Donc le pilier main-d'œuvre, comme tu le dis, qui est peut-être davantage connu, qui a pris davantage de place au cours des dernières années avec toute la situation de pénurie de main-d'œuvre ou de difficultés de recrutement qu'on a connues au Québec. Notre 3e pilier, c'est le développement économique. Donc, on a fait au cours des années différentes analyses sectorielles sur le tourisme, l'aluminium, différentes industries qui sont importantes au Québec. Et finalement, notre 4e pilier qui s'est ajouté au cours des dernières années, c'est vraiment celui de l'environnement. Parce que c'est devenu indissociable finalement des questions économiques. Et donc, on le traite encore avec notre lunette d'économiste. L'idée, c'est de regarder un petit peu comment concilier en fait finalement les objectifs de création de richesse, de décarbonation, les limites énergétiques dans lesquelles nous sommes. Donc, c'est une expertise qu'on est en train de développer, mais on a déjà plusieurs projets intéressants en cours ou qui ont été publiés. Tout à fait. On va pouvoir en reparler tantôt un petit peu de la décarbonation. Vous touchez à beaucoup de choses, donc c'est pas étonnant que vous soyez une équipe, je sais pas, de 40, 50 économistes à temps plein à l'IDQ, j'imagine? Alors, un petit peu moins. Un petit peu moins. On est une petite équipe d'économistes à temps plein. On est habituellement 5 économistes à temps plein, professionnels de recherche. Mais autour de nous gravitent un grand nombre d'experts. Alors, on peut penser à des professeurs au niveau universitaire qui vont venir nous soutenir dans des recherches bien particulières. Des experts comme des anciens fonctionnaires qui vont être capables aussi de nous donner des rétroactions pertinentes sur nos analyses, nos recommandations. Et donc, on est une petite équipe, mais on a autour de nous énormément d'expertise qui nourrissent nos réflexions et qui nous permettent aussi d'avoir, sans être revus par les pairs comme les revues ou les publications académiques, d'être à la hauteur des critères de rigueur qu'on se donne. Exact, tout à fait. Excellent. Donc,
parmi vos travaux récents, il y en a eu plusieurs publications sur les questions de main-d'œuvre, on en a parlé, les questions d'immigration aussi. Ce sont des sujets qui ont été chauds, qui continuent de l'être. Je pense que ça va le demeurer encore pour certains temps. La question est complexe. Il y en a qui plaident pour davantage d'immigration pour soulager les pénuries de main-d'œuvre et améliorer la compétitivité des entreprises. D'autres plaident plutôt pour un resserrement des critères pour diverses raisons, notamment peut-être pour inciter les entreprises à investir davantage, parce qu'on sait qu'on a un retard à ce chapitre-là. Il y a eu, aussi toutes sortes de déclarations, même dans les dernières semaines, carrément, à ce sujet-là. L'enjeu semble s'être développé depuis la pandémie, un peu avant la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au chapitre de l'immigration au Québec, au Canada, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les perceptions des gens dans les sondages semblent avoir changé. Le discours des politiciens semble avoir, sinon fait un 180, peut-être un 120 degrés à certains égards. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce dossier-là? Bien, le principal changement semble être vraiment dû au fait que l'immigration a changé. Le type d'immigration qu'on reçoit au Canada et au Québec a changé au cours des dernières années. Historiquement, les débats qu'on pouvait avoir étaient sur les seuils d'immigration permanente. Combien est-ce qu'on veut accueillir au cours des 3 prochaines années d'immigrants permanents, donc des personnes qui vont rester à long terme, qu'on aura sélectionnés en grande partie à partir de critères bien déterminés. Aujourd'hui, la situation est tout autre. On accueille bien plus d'immigrants temporaires, donc des personnes qui sont, d'une part, venues pour une période bien déterminée, et d'autre part, qui sont pas nécessairement sélectionnés selon des critères bien établis. Ils ont parfois été recrutés par un employeur, dans d'autres cas, par un établissement d'enseignement. Donc, l'immigration, elle a changé de manière importante à partir de 2016. Puis en 2023, on voit vraiment un bond de l'immigration temporaire qui vient vraiment changer la donne. Donc, l'immigration temporaire, elle a changé. Et en plus, le bond d'immigration qu'on a connu en 2023, il est historique. Il est particulièrement important. Donc, ces deux éléments jouent sur peut-être la perception qu'on peut avoir de l'immigration, mais même aussi des types d'analyses qu'on est capable de faire en tant qu'économiste. Parce que ce qu'il faut se souvenir, c'est que l'impact de l'immigration est plutôt positif sur l'économie. Alors, de la littérature il y a de la littérature sur le sujet, mais grosso modo, ce qu'on voit, c'est que l'impact de l'immigration peut être positif sur la croissance du PIB, puis il pourrait même avoir un petit impact positif sur la création de richesse, donc le PIB par habitant, si la qualité de cette intégration est bonne. En gros, on partait un petit peu de cette analyse-là auparavant sur l'immigration permanente économique sélectionnée. Aujourd'hui, c'est difficile de dire que l'immigration temporaire va avoir le même impact parce que, comme on l'a dit, ni l'ampleur du nombre de personnes qui arrivent, ni la sélection de ces personnes n'est la même. Exactement. Donc, non seulement une augmentation du niveau d'immigration, mais la composition qui a changé, la sélection, la manière dont la sélection est faite qui a changé. Puis comme vous l'avez mentionné, il y a aussi toute la question de comment l'intégration se fait pour en tirer le plus de bénéfices possible, à la fois pour la société d'accueil, à la fois pour les immigrants qui se joignent. Dans votre plus récent rapport, je trouvais ça super intéressant. Je l'ai relu cette semaine, puis on voit bien toute la complexité des différents chemins que l'immigrant temporaire peut avoir à suivre. Avec évidemment tout ce que ça comporte de nuances au chapitre des données, comment les réconcilier. Dans les médias, des fois, on entend plusieurs chiffres qui sont lancés sans nécessairement tout le contexte qui l'accompagne. Puis vous mentionnez justement que pour en tirer le plus de bénéfices possibles pour la société d'accueil, pour la personne immigrante, la notion de cette qualité d'intégration-là est très importante. Puis vous avez fait des recherches à ce sujet-là. Exactement. Ce qu'on voyait, c'était que l'intégration des immigrants permanents s'améliorait de manière importante entre 2016 et 2023.
En termes de revenus, d'attachement au marché du travail? En termes de facilité à trouver un emploi et en termes de revenus. Donc, ce qu'on voyait, c'était que les immigrants qui étaient sélectionnés dans la catégorie économique, parce que même les immigrants permanents dans la catégorie économique, on a le regroupement familial, on a les réfugiés. C'est pas toujours les mêmes résultats, mais les immigrants économiques, c'est vraiment ceux qu'on a sélectionnés. Eux, on voyait vraiment de plus en plus de facilité à trouver un emploi et de trouver un emploi avec une rémunération intéressante, donc proche de la moyenne québécoise. On voyait cette situation-là. À partir de 2023, ce qu'on voit, c'est que l'économie ralentit, le marché de l'emploi se relâche, le taux de chômage augmente, mais le taux de chômage augmente principalement chez les immigrants. En fait, le taux de chômage des immigrants va augmenter de manière importante entre octobre 2023 et jusqu'à aujourd'hui, et ce qui indique finalement que la qualité de l'intégration, elle s'est un peu détériorée, principalement pour des raisons conjoncturelles. L'économie tourne au ralenti, mais aussi parce que la compétition est plus rude. Il y a davantage de personnes dans le bassin de travailleurs, il y a davantage de personnes dans la population active. Et donc, ça c'est venu rendre plus difficile de trouver un emploi, surtout qu'on cherche un premier emploi, qu'on soit jeune, donc on sort de l'école, ou qu'on soit immigrant, qu'on vient d'arriver. Tout à fait, tout à fait. Puis vous soulignez dans votre rapport le fait que à l'époque, il y avait relativement moins d'immigrants permanents qui étaient issus de l'immigration temporaire en premier lieu. Et que maintenant, c'est un peu rendu comme un canal semi-officiel, qu'on pourrait dire, là, où est-ce que je pense que c'est presque le tiers de l'immigration permanente qui concerne des gens qui étaient immigrants temporaires auparavant. Donc, on a l'impression que c'est les seuils d'immigration permanente ont pratiquement pas bougé, du moins au Québec. On a l'impression peut-être qu'on a ouvert le robinet du lavabo plus fort, mais que c'est le même débit de personnes qui peuvent devenir résidents permanents. Et donc, qu'est-ce qui se passe ultimement avec ces personnes-là avec un statut temporaire qui aspirent à avoir un statut permanent éventuellement, mais c'est ça, le débit ne permet pas de les traiter rapidement. Est-ce qu'elles sont forcées de retourner chez elles? Est-ce qu'au final, il y a des extensions de permis qui leur permettent de rester sur le territoire? Quelle forme ça prend? Bien, c'est sûr que quand on commence à creuser les données, ce qu'on se rend compte, c'est que nous, on classe ça dans des belles catégories, migrants permanents, temporaires, travailleurs étrangers temporaires, etc., différents programmes. Mais dans les faits, c'est vraiment des vases communicants, que ce soit entre des statuts temporaires vers des statuts permanents, mais même au sein des statuts temporaires. Donc, on a des collègues à HEC qui sont venus comme étudiants étrangers, qui vont par la suite demander un permis post-diplôme, ça c'est un autre permis temporaire, pour vous demander ensuite un PMI+, qui est un autre type de permis temporaire, qui vont ensuite demander la résidence permanente. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que chaque politique qu'on va mettre en place sur un programme, que ce soit l'immigration permanente, des seuils, ou des limitations dont on parle aujourd'hui sur l'immigration temporaire sur différents programmes, ça va avoir un impact sur d'autres catégories de permis. Donc, c'est toujours une des choses qu'on recommande, c'est vraiment de réfléchir à si on augmente, par exemple, le nombre d'étudiants internationaux, il faut s'attendre à ce qu'il y ait davantage de personnes qui demandent le post-diplôme. Ça veut dire qu'il y aura davantage de personnes qui vont demander la permanence, pas tous, mais il va en avoir davantage. Donc, ne pas y penser, ce que ça crée comme risque, c'est un goulot d'étranglement. Alors, c'est des délais extrêmement longs, comme on l'a vu par le passé pour, par exemple, obtenir la résidence permanente, mais ça veut dire aussi, justement, peut-être rester un peu plus longtemps dans un statut temporaire alors que c'est pas exactement ce qu'on recherche. Donc, par exemple, on voit le PMI+, c'est un permis temporaire qui a été créé à la demande de Québec pour gérer, en fait, cette salle d'attente pour la résidence permanente. Donc, c'est des délais, c'est le risque de perdre des candidats intéressants. Je pense aux étudiants parce que c'est le profil typiquement que le Québec a toujours recherché comme immigrants permanents, des gens qui ont étudié ici, qui ont commencé leur carrière ici puis qui décident de s'installer de manière définitive. Vous mentionnez justement un peu cette approche-là en silo, du fait qu'on regarde chaque programme séparément sans nécessairement s'interroger sur les conséquences cumulatives de tout ça. Parce que là, j'imagine que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont peut-être sur le territoire depuis toutes leurs études, plus permis post-graduation après ça.
Donc, ça peut faire facilement 6 ans peut-être qu'ils sont sur le territoire avec un statut temporaire. Ça commence à être un temporaire semi-permanent, qu'on pourrait dire. Donc, c'est ça. C'est comme on voit un peu la déconnexion entre les deux. Puis, à la fois, le fédéral et le provincial sont impliqués là-dedans parce que, bon, les permis sont délivrés par l'un, par l'autre. Le Québec a quand même surtout aussi son système de certificat d'acceptation du Québec. Donc, c'est pas comme si ces données-là étaient inconnues à une partie ou l'autre, là. Je pense que c'est quand même assez transparent, mais pas nécessairement coordonné. Mais bon, ça pourrait être une discussion pour un autre épisode. Ben, ça, je vais pas me spoiler puisqu'on sort quelque chose le 31 là-dessus. Le 31 octobre. OK, excellent. Pour l'Halloween. Pour l'Halloween. J'espère que ça fera pas peur. Excellent. Des primeurs, c'est merveilleux. Ça va faire fonctionner le balado. Un autre point aussi qui m'a intéressé, puis après ça, on pourra parler un peu d'une autre thématique. Vous soulignez la sous-représentation des immigrants dans les secteurs de la santé et de la construction, comparativement à leur poids relatif, puis à ce qu'on peut voir dans d'autres provinces canadiennes. J'ai trouvé ça intéressant parce que la construction, il y a eu un dépôt de projet de loi récemment. C'est un secteur dont on veut améliorer la productivité rapidement pour les enjeux de logement. La santé, bien évidemment, on en parle depuis des décennies avec le vieillissement de la population. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on justement, on n'arrive pas à diriger nos immigrants temporaires vers ces secteurs-là qui semblerait être un endroit où ils pourraient apporter le plus à la société? Bien, je pense que c'est ce point-là qui nous a le plus intrigués et inquiétés, c'est de dire que l'augmentation de l'immigration temporaire, on a dit il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs types de profils, mais c'est en partie, on a ouvert les vannes en partie parce qu'on voulait pallier des pénuries de main-d'œuvre. On a assoupli de la réglementation, on a assoupli des critères pour permettre notamment à davantage d'employeurs de recruter à l'international, de faire venir des travailleurs. Maintenant qu'on dit ça, on se dit, il y a un bout qui est conjoncturel. Donc, il y a eu beaucoup de demandes parce qu'il y avait beaucoup de besoins dans la restauration, dans l'hébergement, le commerce de détail, le manufacturier. Mais il y a un bout qui est structurel. Puis le bout qui est structurel, on le voit aujourd'hui en 2024, c'est la santé, c'est la construction, où on a encore énormément de postes à combler malgré le ralentissement. Et sur les deux fronts, il n'y a rien qui indique que cette demande pour des travailleurs va diminuer. En santé, on a une population qui vieillit, des besoins plus importants en santé. En construction, on a énormément de projets sur la table à dessein au Québec, que ce soit le logement, la mise à jour des infrastructures, Hydro-Québec, etc. Donc, tout ça va exercer des pressions, on va dire, des pressions importantes puis qui sont là pour rester au-delà du cycle économique sur ces deux secteurs-là. Or, la solution qu'on a notamment utilisée au cours des dernières années pour pallier les pénuries de main-d'œuvre, elle n'est pas venue répondre à ces enjeux dans le secteur de la santé et la construction, ou en tout cas dans une moindre mesure. Donc ça, c'est le premier élément à noter. Après, pourquoi est-ce qu'il y en a moins? Bien, ça semble être, d'une part, dans le secteur de la santé, c'est certain qu'il y a une certaine représentation des immigrants temporaires dans certains corps de métiers qui sont moins réglementés. Donc, on peut penser à tout ce qui est entretien, tout ce qui est soutien, en fait, dans les établissements de santé. Il y a eu l'apport, disons, de travail des immigrants temporaires à ce niveau-là. Mais après, il y a énormément de métiers qui sont réglementés où il y a des enjeux de reconnaissance des compétences, reconnaissance des diplômes. Les infirmières, les aides-infirmières, c'est les deux postes les plus en pénurie, puis c'est deux postes qui nécessitent quand même de faire reconnaître ces compétences. Donc, il y a ce défi-là. Dans la construction également, parce qu'on a quand même une industrie de la construction où il faut avoir des cartes de compétences, il faut faire reconnaître ses qualifications, ses compétences. Donc, il y a ce défi-là. Dans la construction, on voit qu'il y a même les immigrants permanents qui sont là depuis 5, qui sont là depuis 10 ans, sont également sous-représentés dans la construction. Donc, le défi semble aussi être l'attractivité de l'industrie pour différents groupes sous-représentés, les immigrants, mais les femmes également. Non, tout à fait. Puis c'est des questions sensibles parce que
Je pense à la santé. Dernièrement, justement, le Québec a dit, on va arrêter de recruter du personnel de santé auprès de certains pays d'Afrique qui nous l'ont demandé, parce qu'évidemment, il y a des questions éthiques qui viennent avec ça. Puis je pense que au début de l'entrevue, vous avez mentionné à quelques reprises, c'est la lentille économique ou la lorgnette économique de regarder les problèmes. Puis clairement, quand on parle d'immigration, il y a plus que juste la lorgnette économique. Il y a la culture, la démographie, il y a des enjeux géopolitiques, éthiques et tout ça. Donc, c'est un sujet complexe, mais passionnant, j'imagine. Si je nous amène un peu ailleurs, je voulais parler avec vous de décarbonation. Vous avez produit un rapport là-dessus qui se concentre dans le fond sur cette notion d'intensité carbone au Québec, au Canada. Donc, la quantité de gaz à effet de serre qu'on émet par dollar de PIB ou dollar de valeur ajoutée qu'on produit. Donc, à quel point on a besoin de polluer, entre guillemets, pour produire de la richesse. Puis ce qu'on remarque, c'est que même si on a entre guillemets, un retard économique par rapport à l'Ontario, on a la même intensité carbone que nos voisins. Puis on a des industries qui sont pas très bien alignées, si je peux utiliser un euphémisme, pour atteindre les engagements qu'on a pris à l'international. Donc, habituellement, il y a deux grands axes sur lesquels on peut jouer. On peut viser à décarboner les industries existantes ou on peut chercher à changer le tissu économique, la composition de notre tissu économique, puis s'éloigner d'industries plus polluantes pour plutôt favoriser des industries à plus faible impact carbone. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus réaliste, puis qu'est-ce qui est le plus payant à poursuivre comme objectif? Bien, peut-être, je peux parler un petit peu du projet parce que c'est un projet qui m'enthousiasme beaucoup. On a été sélectionné, puis c'est une des premières fois où on participe à ce genre de concours, mais on a été sélectionné dans un grand appel de projet au niveau pan-canadien par Environnement Canada pour vraiment développer une série de recherches sur c'est quoi les indicateurs des indicateurs qui pourraient être utilisés par les décideurs, alors qu'on pense aux entrepreneurs, aux politiciens, aux grandes organisations publiques. Quels sont les indicateurs qu'ils pourraient utiliser pour faciliter les décisions à prendre dans notre trajectoire vers la carboneutralité. Alors, c'est comme un gros projet de recherche qu'on a démarré il y a 1 an. On est soutenu là-dedans par un comité de recherche tout à fait fascinant. Il y a Paul Lannoy, Charles Séguin, Pierre-Olivier Pinault, donc des économistes de renom. Des bonnes références. Des bonnes références. Et le projet dont tu parles, donc c'est la première publication qu'on a fait, mais il y en a 3 autres qui s'en viennent sur le sujet, qui vont... là, on a touché un peu les industries. Là, ensuite, on va toucher plus la fiscalité ou la tarification du carbone. On va toucher également les ménages. Quelles sont les informations que nous, en tant qu'individus, que citoyens, on peut utiliser dans cette transition vers la carboneutralité. Donc, on est très enthousiaste pour ce projet. Donc, le premier rapport qu'on a fait, c'était vraiment de se dire, le Québec se donne plusieurs objectifs, mais il y en a 2 qui nous interpellent particulièrement. On veut rattraper l'écart de richesse avec l'Ontario, d'une part, et de l'autre, on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On a un objectif en 2030, 37,5 %, puis atteindre la carboneutralité en 2050. Là, on s'est dit, est-ce que ces 2 objectifs sont conciliables? Parce que c'est une des questions qu'on se pose souvent. Est-ce qu'il faut décroître pour réussir à décarboner le Québec? Et pour y répondre, on s'est dit, il faut aller chercher de nouveaux indicateurs, de nouvelles données. Et un indicateur qui nous semble porteur parce qu'il est relativement simple à comprendre, puis qu'on peut calculer, puis on l'a calculé pour la première fois pour différentes industries du Québec, c'est celui d'intensité carbone. Donc, combien de dollars de valeur ajoutée est-ce qu'on est capable de créer par tonne de GES, de gaz à effet de serre qu'on émet? Et ce qui ressort, c'est que si on avait du jour au lendemain le même niveau de richesse que l'Ontario,
ben, on s'éloigne drastiquement de notre objectif de réduction d'émissions de GES parce que actuellement, notre ratio création de richesse GES, il est le même que l'Ontario. Donc, il va falloir travailler à réduire l'intensité carbone. C'est un indicateur qui est souvent utilisé dans le monde financier, sur les portefeuilles d'investissement, qui est moins utilisé par des politiques publiques, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. Il est moins utilisé et pourtant, il permet quand même de voir en un coup d'œil, finalement, les trajectoires qu'on prend sur ces deux éléments qui semblent quand même être cruciaux pour le Québec aujourd'hui. C'est imparfait, bien sûr, il faut regarder d'autres indicateurs toujours, mais c'est quand même, il y a l'aspect de simplicité qui est quand même intéressant. Puis ce qu'on voit, c'est que effectivement, il y a deux effets. Il y a l'effet un peu de composition. Pourquoi est-ce qu'on a une intensité carbone qui est la même que l'Ontario? C'est parce que aussi, eux, ils ont un secteur financier beaucoup plus important. Ben ça crée de la richesse, ça émet peu de GES, sinon aucun GES. Nos manufacturiers également, on va avoir des industries qui vont être davantage émettrices. On peut penser au ciment, à l'aluminium qui vont émettre des GES, mais eux vont avoir un secteur manufacturier, mais qui va être différent et donc qui va émettre moins de GES. Moins axé un peu sur les ressources naturelles, j'imagine, en Ontario. On est plus vraiment dans la fabrication de produits finis, semi-finis. Exactement. Et donc, ça pose la question de dire, est-ce que la composition industrielle du Québec, elle est la bonne pour atteindre ces objectifs-là. Puis ensuite, en regardant l'évolution de l'intensité carbone dans chacune de ces industries, on est capable de voir, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction ou pas. L'aluminium et le ciment, c'est des bons exemples parce qu'on va avoir, oui, des industries qui vont être émettrices de GES, mais dans un cas qui ont eu les ressources nécessaires pour investir de manière importante dans des technologies de décarbonation et dans l'autre, beaucoup moins. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il faut travailler sur les deux fronts. L'idée, c'est pas de répliquer la structure industrielle de l'Ontario. C'est ni faisable ni souhaitable, je pense. Mais c'est sûr qu'il y a cette réflexion à avoir sur quelles industries ou quel secteur est-ce qu'on veut développer ou faire croître. Et de l'autre côté, c'est comment soutenir ou comment accompagner ces industries dans leurs efforts de décarbonation. Puis là, parfois, c'est de l'électrification. Dans bien des cas, c'est des procédés industriels à changer. Dans d'autres cas, c'est un enjeu d'efficacité énergétique. Donc, on consomme peut-être une énergie polluante, mais en très peu de quantité, donc c'est pas vraiment un enjeu. Donc, c'est ça ce qu'on va décortiquer dans le prochain rapport qui va sortir en fin d'année. Quels sont les leviers? Électrification, efficacité énergétique, procédés industriels sur lesquels il va falloir travailler. Intéressant. On a déjà une primeur dans l'émission, je vais m'essayer pour une deuxième. Ça regarde le côté de la production. Des fois aussi, on fait mention de l'empreinte carbone, qui est plutôt du côté de la consommation. Donc, autrement dit, le mode de vie que nous suivons ici, c'est quoi son empreinte carbone en GES et tout ça. De ce que j'ai vu, habituellement, pas mal plus difficile à mesurer, étant donné qu'on consomme beaucoup de choses qui viennent de l'étranger. Mais est-ce que c'est quelque chose présentement dans le plan de travail que vous allez explorer pour peut-être éviter des phénomènes qu'on a pu voir dans d'autres pays où finalement le pays est devenu carboneutre parce qu'il a déplacé ses industries les plus polluantes à l'étranger. Donc le pays est carboneutre, mais l'empreinte carbone de ses citoyens n'a pas nécessairement changé. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les cartons? À court terme, pas exactement sur ces questions-là, mais c'est quelque chose qu'on veut explorer dans le cadre justement de ce gros projet. On est nourri par le comité de recherche où on développe des méthodologies avec eux. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Je t'en dirai plus dans les prochains mois. C'est bon, on a déjà une autre entrevue de prévue. C'est merveilleux. Excellent. On est déjà rendu à la fin de notre entrevue. On a abordé plusieurs sujets. Maintenant, j'aimerais te donner la parole, vu que tu as eu l'occasion de te pencher sur plusieurs enjeux, plusieurs problématiques économiques au Québec et ailleurs.
Pour l'instant, Emna Abraham, PDG de l'IDQ. Demain, qui sait, qu'en sera-t-il? Donc, si Emna était aux commandes de l'économie, qu'est-ce qu'elle ferait? Ce serait quoi sa vision pour l'économie de demain? Alors, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont aux commandes et ce que j'aime à l'Institut du Québec, c'est que justement, et c'est ce que j'aime faire, c'est vraiment d'essayer de voir la question ou l'enjeu selon différents angles. Après, il y a des choix politiques qui sont faits et c'est très bien ici. C'est pour ça qu'on a une démocratie. Mais donc, ma perspective a toujours été être de regarder un peu les deux côtés de la médaille, les deux faces, plusieurs perspectives sur une même question. Mais peut-être il y a des éléments auxquels on réfléchit, sur lesquels on a les yeux rivés. Peut-être sur les enjeux, on a beaucoup parlé d'immigration, de main-d'œuvre. Je pense que sur ces questions-là, ce qui est évident aujourd'hui, c'est que il faut vraiment passer d'un paradigme de création d'emplois à celui de transformation des emplois. Ça fait plusieurs années qu'on le dit à l'Institut du Québec, mais on voit que souvent, lorsqu'il y a des décisions à prendre, on reprend toujours un peu ces formulations qui sont peut-être plus simples, de dire, ce projet crée des emplois, cette initiative va créer des emplois, alors que l'enjeu n'est plus là. L'enjeu, c'est de s'assurer que nous, les travailleurs, avons les moyens d'atteindre notre plein potentiel, qu'on est résilient parce que l'économie fluctue. On n'est pas toujours en pénurie de main-d'œuvre. Il faut qu'on soit capable de se replacer et aussi, résilient parce que les technologies, l'évolution du marché de l'emploi fait que on a besoin en amont, d'être bien éduqué et ensuite, tout au long de la vie, d'être capable de se former, de se requalifier, d'aller chercher des nouvelles compétences. Et donc ça, je pense que c'est au cœur des enjeux du marché du travail et de l'emploi au cours des prochaines années. Je pense sur l'aspect, on a parlé un peu d'environnement. En tant qu'économiste, c'est sûr que notre lunette, c'est de dire, on a un objectif de décarbonation. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve des moyens d'internaliser des coûts qui ne l'étaient pas, n'est-ce pas? C'est des externalités. Polluer, consommer de l'énergie, c'est des externalités. Puis là, on se dit, comment est-ce qu'on peut internaliser ça? Ça représente des coûts pour les entreprises, des coûts pour les ménages. Et il y a certainement un effort à faire pour être transparent là-dessus, décarboner. Oui, il y a des opportunités de développement économique, il y a des opportunités de développement pour le Québec, mais ça occasionne un coût et c'est ça qui est peut-être plus difficile à mettre en place. Plus difficile à communiquer, puis rassembler les gens autour du projet et de la réalité, comme vous dites que oui, il va y avoir de la création de richesses en lien avec ça, mais au final, les choses vont quand même coûter un peu plus cher, étant donné qu'on internalise des coûts. C'est ça le but. Exactement. Puis l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on met ces mécanismes en place pour aller au-delà de la responsabilité individuelle, parce que ça ne sera pas le résultat des efforts d'une entreprise ou d'un ménage tout seul. C'est aussi comment est-ce qu'on met en place des mécanismes pour que finalement, nos décisions en tant qu'agents économiques soient alignées avec ces objectifs de décarbonation. Et finalement, peut-être sur les finances publiques, c'est un sujet qu'on regarde de près. C'est sûr que pour avoir le moyen de ces ambitions, il faut s'assurer d'avoir des finances publiques en bon état. Et elles le sont. Elles sont en bien meilleur état aujourd'hui au Québec qu'il y a 25 ans. Cependant, on est aujourd'hui dans une situation quand même où la croissance des dépenses a été plus rapide que la croissance de notre économie et on doit changer de cap. Ça va occasionner des choix qui vont être difficiles et il faut juste s'assurer de bien préparer la population à ça. D'accord. Donc, résilience et agilité de la main-d'œuvre, compétences, éducation. Environnement, vulgariser, trouver des mécanismes innovants pour que ça se passe le plus en douceur possible. Et le tout en gardant des finances publiques saines et soutenables. Facile, non? Non, ça me semble un très bon projet. Emna Abraham, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue. Merci.